Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Lorsque l'on observe la Terre, nous voyons une planète vivante, traversée de forces invisibles, de courants mystérieux, comme si elle respirait à travers ses reliefs et ses paysages. Depuis l'aube des civilisations, les hommes ont perçu ces flux subtils. Ils les ont ressentis, étudiés et parfois même vénérés. Partout dans le monde, des temples, des sanctuaires et des monuments mégalithiques ont été érigés avec une précision qui ne semble pas seulement architecturale, mais profondément énergétique. Ces lieux nous parlent encore aujourd'hui. Ils suscitent la fascination, le recueillement, parfois un sentiment d'étrangeté. Qu'il s'agisse des pyramides d'Égypte, de Stonehenge en Angleterre ou du Mont Saint-Michel en France, tout semble relié par une logique cachée, comme s'ils suivaient des lignes invisibles qui traversaient la surface du globe. Ces lignes, certains chercheurs et géobiologues les appellent les lignes de ley lines. D'autres évoquent la géométrie sacrée, la présence de cheminées telluriques, de vortex énergétiques ou de nœuds cosmotelluriques. Autant de mots, de concepts qui décrivent la manière dont l'énergie circule entre la Terre et le cosmos. Ce soir, dans Un autre regard, nous allons explorer ces routes sacrées des énergies terrestres. Nous irons à la rencontre de ces mystérieux courants invisibles qui structurent la planète et qui auraient guidé l'implantation des sanctuaires anciens. Puis, nous irons vers un lieu emblématique, à la fois spirituel, historique et énergétique, le Mont Saint-Michel, cette merveille posée entre le ciel et la mer, véritable phare spirituel de l'Occident. Depuis toujours, l'humanité perçoit la Terre comme un être animé. Dans de nombreuses traditions, elle n'est pas un simple support physique, mais une entité vivante qui respire, vibre et interagit avec l'univers. Les peuples autochtones d'Australie, par exemple, parlent de songlines, des chemins sacrés tracés par les ancêtres mythiques où la Terre conserve mémoire de leur passage. Alors, ces itinéraires relient des points sacrés qui sont à la fois des routes géographiques, énergétiques et spirituelles. En Chine, c'est le Feng Shui qui propose des flux appelés le Qi, une énergie vitale qui circule à travers les paysages, guidés par les montagnes, les rivières et les reliefs. Les temples et les tombeaux impériaux ont été placés en fonction de ces fameux courants invisibles mais puissants. Et dans d'autres cultures, on retrouve cette même intuition. La Terre est parcourue de forces. Et il existe des lieux où ces forces sont plus concentrées, plus intenses, presque palpables. Terme ley lines, ligne de ley, il a été introduit au XXe siècle, au tout début, par l'archéologue amateur, aussi antiquaire, Alfred Watkins. Donc, en observant les cartes de la campagne britannique, il remarqua que nombre de ces sites anciens, donc les menhirs, les tumulus, les cercles de pierre, les églises médiévales, etc., semblaient alignés sur de longues lignes droites. Alors Watkins, il y voit la trace d'anciens chemins rituels, voire d'un réseau intentionnel tracé par des bâtisseurs anciens. Alors ces lignes de ley traversent parfois des centaines de kilomètres, reliant des lieux sacrés majeurs comme Stonehenge, Glastonbury ou Avebury. Avec le temps, certains chercheurs et passionnés y ont vu plus qu'un simple alignement topographique, un réseau énergétique global qui quadrillerait ainsi la planète, comparable au méridien qui parcourt le corps humain dans la médecine traditionnelle chinoise. Alors les uns y voient des axes de circulation énergétique, des genres de veines. D'autres y perçoivent une sorte de réseau spirituel qui relie les temples et les sanctuaires à une même force mystique. Et les plus sceptiques parlent bien sûr de coïncidence géographique et de surinterprétation. Quel est le principe fondamental de ces ley lines ?
Alors, tout simplement, c'est un alignement déjà qui est géographique. Une ligne de lait relie plusieurs sites remarquables, qu'ils soient naturels ou bâtis. Il y a aussi un principe de concentration énergétique. Au point d'intersection, l'énergie serait plus forte, créant des lieux propices aux rituels, aux visions ou à l'élévation spirituelle. Autre principe, on note une utilisation très ancienne. Donc les bâtisseurs mégalithiques, puis les architectes religieux auraient consciemment implanté leur construction sur ces lignes pour capter, ou du moins harmoniser l'énergie. Et puis il y a un lien avec les astres, car certaines lignes semblent également alignées avec les solstices, les équinoxes ou certaines étoiles particulières à certaines saisons. On disait tout à l'heure, le réseau de ley lines, de lignes de lait, est un réseau mondial. On connaît déjà, c'est la ligne de l'Atlantique. Donc, cette ligne magique relierait l'île de Pâques, les fameux dessins de Nazca au Pérou, le Machu Picchu ainsi que Tiwanaku en Bolivie. Donc, cette ligne elle suggère un réseau mondial qui relie des sites qui sont très isolés mais finalement se retrouvent alignés. Autre ligne, on a la ligne sacrée du Moyen-Orient qui relie ensemble Jérusalem à Baalbek au Liban, à Pétra en Jordanie. Elle relie des centres religieux et architecturaux majeurs. Elle est vraiment utilisée là comme un point de concentration spirituelle et énergétique. En Égypte, on note que les pyramides de Gizeh seraient alignées non seulement entre elles, mais aussi avec d'autres sites sacrés le long du Nil, et avec à plus grande échelle d'autres lieux dans le monde. Alors, certains chercheurs avancent l'existence de cette grille planétaire qui relie tous les sites majeurs entre eux, des pyramides, des temples, des montagnes sacrées. Tout ça sur un même réseau énergétique global. Alors, quels sont ces effets des ley lines sur l'être humain ? Alors, ce n'est pas seulement perçu comme des tracés géographiques, on leur attribue aussi des effets qui sont énergétiques et psychiques sur les êtres humains. Alors, voici une petite synthèse. Alors, les effets déjà ressentis sur le corps et l'esprit, on a une vitalité accrue. Certaines personnes disent ressentir une augmentation d'énergie, comme si le lieu finalement rechargeait leur corps. Un état de conscience modifié, méditation facilitée, sensation d'expansion ou de connexion au cosmos, amplification des perceptions, intuition, rêves intenses, expériences mystiques plus fréquentes. Et pour certains, un effet apaisant, une impression de calme profond, de recentrage, comme dans certains hauts lieux, comme le Mont Saint-Michel par exemple. Il y a également quelquefois des points d'intersection. Donc, au croisement de plusieurs de ces lignes, l'énergie serait particulièrement forte. Alors, on y retrouve souvent des sanctuaires, des mégalithes, des cathédrales ou d'autres temples. Alors, les effets rapportés sont des sensations de magnétisme physique, picotement chaleur, une clarté mentale soudaine et chez certains au contraire des vertiges ou des malaises, comme si la charge énergétique était trop puissante, trop intense. Bien sûr, il y a des effets positifs qui sont supposés. On disait tout à l'heure, ça favoriserait la méditation et les états spirituels, ça améliorerait la créativité et l'inspiration, et ça aiderait à se sentir finalement plus en lien avec la nature et l'univers. Ces lieux stimuleraient également la guérison émotionnelle et spirituelle. On retrouve ici l'idée de lieu de pèlerinage qui transforme. Mais sont attachés également des effets qui peuvent être négatifs, car tous les témoignages ne sont pas positifs. Certaines personnes ressentent fatigue, nervosité, maux de tête ou désorientation, surtout après un long séjour sur un point d'énergie finalement trop fort. Alors, ces effets sont souvent comparés à une surcharge électrique. L'impact dépendrait donc de la sensibilité individuelle et de la polarité du lieu, un certain vortex étant considéré comme ascendant et d'autres descendants. Ces lignes de lait seraient donc des canaux de communication entre l'homme, la Terre et le cosmos. Être sur une de ces lignes, ce serait tenir au cœur d'un dialogue invisible entre les forces de la nature et l'esprit humain. Ceci expliquerait pourquoi tant de sites sacrés sont encore aujourd'hui des lieux de pèlerinage et de ressourcement. Alors les lignes de lait auraient des effets amplificateurs, elles intensifient finalement ce qu'on vit déjà à l'intérieur. Pour certains, elles ouvrent à l'éveil, à la paix intérieure, et pour d'autres, elles provoquent malaise et surcharge. Si on fait un point géographiquement plus proche de nous, quelles sont les lignes qu'on peut trouver aux alentours ? Alors, il y a déjà une ligne de lait qu'on appelle la ligne de lait de Saint-Michel. Alors, ça se passe en Angleterre. Elle relie les sites principaux, donc le Mont Saint-Michel en France, St. Michael's Mount qui est dans les Cornouailles, Glastonbury, Avebury, Bury St. Edmunds et Skellig Michael en Irlande. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que Stonehenge et Avebury se trouvent dans des intersections importantes de lignes.
Alors cette ligne, elle est vraiment fascinante car elle relie plusieurs lieux finalement qui sont tous consacrés à l'archange Michel. Et les chercheurs notent que ces sites sont souvent perchés sur des points élevés ou des rochers qui favorisent une réelle concentration énergétique. Mais en France, en France, vous avez l'extension, comme on disait tout à l'heure, de la ligne Saint-Michel. Donc elle part, une fois qu'on a relié le mont Saint-Michel en Normandie, on va vers la basilique du mont Saint-Michel d'Aguil, donc dans le Puy-en-Velay, et dans d'autres sanctuaires dédiés à ce même archange. On a également la ligne de lait de l'Ouest. Donc cette ligne relierait Carnac, avec ses célèbres alignements de menhirs, ses pierres dressées et dolmens, vers le mont Dol, donc un petit mont granitique, qui est un lieu de recueillement et de méditation, au-dessus de laquelle se trouve un piédestal octogonal surmonté d'une statue de Notre-Dame et une chapelle vouée justement à Saint-Michel. Alors c'est un lieu qui est magique, qui est totalement lié au flux de Carnac. Et on finirait du coup sa course au Mont Saint-Michel, donc sur ce sommet rocheux et abbaye, point de convergence finalement énergétique majeur. Il y a également une ligne centrale est-ouest, alors une ligne qui parcourrait du coup Chartres avec sa fameuse cathédrale et sa crypte et sa géométrie sacrée. On filerait vers la basilique de Vézelay dans l'Yonne, qui est un ancien lieu de pèlerinage positionné sur un genre de vortex tellurique. Et on filerait jusqu'à Lyon, dans le Rhône, et la colline de Fourvière, avec sa basilique et ses vestiges antiques. Tout ça s'insérerait dans le même alignement. La ligne méridionale, donc la fameuse ligne sud-ouest, partirait de Bazas, en Gironde, où il y a une cathédrale et une place du marché, qui est située sur un point énergétique, et filerait vers Rocamadour, dans le Lot, qui est un sanctuaire sur une falaise et un lieu de pèlerinage, pour filer à Montségur, en Ariège, la fameuse forteresse cathare, ancien site de puissance tellurique. Et on parle d'autres points également remarquables sur l'île d'Ouessant, par exemple. Donc, de manière plus récente, la géobiologie a décrit d'autres trames énergétiques perçues comme des fameux grillages magnétiques qui recouvriraient toute la planète. Alors, ces réseaux portent le nom de leurs découvreurs, Hartmann, Curie, Perret. Alors, ces réseaux, qu'ils soient décrits par la géobiologie moderne ou par les traditions anciennes, traduisent en tout cas une même idée. La Terre est un organisme vivant parcouru par des flux énergétiques multiples, hiérarchisés et interconnectés. Alors, les lignes de lait, tout comme le réseau Hartmann, Curie ou Perret, apparaissent alors comme les différentes manifestations visibles ou sensibles d'une même grille énergétique planétaire. Chose que les ley lines, que les lignes de lait, on a évoqué tout à l'heure la géométrie sacrée. Alors, si les lignes de lait décrivent finalement l'aspect linéaire des alignements, la géométrie sacrée, elle révèle la profonde logique. C'est-à-dire, partout dans le monde, des bâtisseurs ont utilisé des proportions mathématiques précises, non seulement pour des raisons esthétiques, mais pour entrer finalement en résonance avec l'ordre cosmique. Alors vous avez certainement entendu parler du fameux nombre d'or, pi, qui est présent dans les proportions de la pyramide de Khéops ou de la cathédrale de Chartres. C'est vraiment perçu en fait comme une clé d'harmonie universelle. On a également le cercle et la spirale, qui sont des formes récurrentes qui symbolisent le cycle de la vie, l'éternité et le mouvement de l'énergie. Et puis on a le carré et le triangle, qui expriment la stabilité terrestre et l'élévation spirituelle. Ainsi, un site sacré n'est jamais choisi au hasard. Son implantation, ses dimensions et son orientation répondent à une volonté d'inscrire le lieu dans une dynamique plus vaste, reliant le terrestre au céleste. Alors, si on ne parle que de lignes de lait, on peut également parler de cheminées telluriques et de vortex énergétiques. Alors, en géobiologie, on parle de cheminées telluriques. Ce sont des colonnes d'énergie qui jailliraient de la Terre comme des puits de forces invisibles. Alors, les radiesthésistes, ceux qui utilisent leurs petits pendules, affirment pouvoir les détecter grâce à leurs instruments, comme la baguette de sourcier ou leur pendule. Certains lieux sont connus pour leur intensité particulière, où les visiteurs ressentent fatigue, chaleur, frisson, ou au contraire une sensation d'apaisement profond. On retrouve ces points sur des lieux aussi divers que des montagnes sacrées, des mégalithes, des chapelles ou des sanctuaires. Alors, les vortex énergétiques, quant à eux, sont des zones où l'énergie circule en spirale, comme une sorte de tourbillon invisible. On a des lieux comme Sedona, en Arizona, ou encore certains sites des Andes sont réputés pour leur pouvoir de transformation spirituelle. Alors, plus proche de nous que l'Arizona, on a Gavrini et Locmariaquer, donc là on est dans le Morbihan. Alors ces sites mégalithiques abritent des dolmens et des tombes alignées avec des phénomènes énergétiques précis. Les chercheurs ont noté que certaines chambres funéraires coïncident avec des points de concentration tellurique, amplifiant les résonances acoustiques et vibratoires.
Et on retrouve quoi encore notre fameux mont Dol, qui est en Ille-et-Vilaine. Alors, ce petit mont granitique, il offre une perception très nette des flux telluriques, qui est renforcée par sa proximité avec le mont Saint-Michel. Alors, traditionnellement utilisé comme lieu de méditation et de pèlerinage, il constitue un vortex qui est reconnu localement. On a Montségur, donc c'est l'ancienne forteresse cathare. Donc c'est un site où il y aurait une point de convergence énergétique puissant. Les rochers et les falaises environnantes canalisent l'énergie terrestre et forment une genre de cheminée cosmotellurique. Puis on a également des vortex à Chartres et au Vézelay, donc une cathédrale et une basilique. Donc le plan et la crypte de la cathédrale de Chartres sont en harmonie avec la géométrie sacrée et les flux telluriques, le vortex autour de la cathédrale favorisant la méditation et l'élévation spirituelle. Alors bien sûr, ces phénomènes restent difficiles à mesurer scientifiquement, mais ils s'inscrivent dans une longue tradition d'observation et d'expérience sensible des lieux. Afin de vous remettre de toute cette énergie et de toutes ces informations, je vous propose une petite pause musicale avec Portishead et le titre Roads. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, comme on disait, certains lieux qui se trouvent sur ces fameuses lignes nous interpellent. Je vous propose donc d'ouvrir d'autres. On en a parlé tout à l'heure, bien sûr, de Stonehenge, que tout le monde connaît, qui est au solstice d'été, le soleil se lève exactement dans l'axe de la pierre d'entrée, tandis qu'au solstice d'hiver, le soleil couchant traverse l'alignement central. Alors cette précision laisse penser à une compréhension quand même avancée de l'astronomie par les bâtisseurs. On sait qu'elle est située à l'intersection de plusieurs lignes majeures, donc les fameuses lignes de lait. On sait également qu'elle servait à la fois de lieu cérémoniel, peut-être de calendrier solaire et lunaire, et probablement de centre de régénération et de rites funéraires. En tout cas, l'ensemble crée une expérience unique. On se tient là dans un espace où la géométrie, l'énergie de la Terre et l'astronomie s'entrelacent. On parlait tout à l'heure des pyramides de Gizeh qui concentrent l'énergie cosmique. Alors là, en particulier celle de Khéops, qui a été bâtie vers 2560 avant Jésus-Christ. Elles sont construites en tout cas selon des principes géométriques et astronomiques extrêmement précis qui sont très impressionnants. Donc les côtés sont parfaitement alignés avec les 4 points cardinaux, avec une erreur de quelques minutes seulement. Les proportions entre la hauteur et les côtés de la base correspondent presque exactement au nombre d'or. Symbole d'harmonie universelle. Alors, certaines hypothèses en géobiologie considèrent les pyramides comme des amplificateurs énergétiques capables de concentrer les fameuses énergies telluriques. Et puis symboliquement, c'est quand même le lieu où le ciel et la terre se rejoignent et les chambres intérieures étaient vraiment conçues pour résonner avec certaines fréquences, comme si elles avaient été pensées pour guider l'âme du défunt vers le divin. Alors, ces caractéristiques montrent que les anciens Égyptiens possédaient une compréhension fine de la géométrie sacrée, du cosmos et des courants d'énergie terrestre. Autre lieu remarquable, le Machu Picchu, cette cité inca dans les Andes du Pérou. Alors, Machu Picchu est un exemple unique de site intégré dans son environnement naturel et énergétique. Le site est orienté en fonction des pics environnants, considérés comme des apus, c'est-à-dire des esprits protecteurs de la tradition inca. L'intihuatana, des pierres taillées, servait à observer les mouvements solaires et à capter l'énergie cosmique, car son nom signifie littéralement « lien avec le soleil ». Ce qu'on sait, c'est que de nombreux visiteurs relatent des impressions de légèreté, de clarté mentale ou de résonance intérieure dans certains secteurs de la cité. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le site servait bien à des cérémonies d'élévation spirituelle en lien avec le calendrier solaire et lunaire. Le vortex de Sedona, donc lui, il est mondialement connu comme un site de vortex énergétique. Donc les points majeurs, Bell Rock, Cathedral Rock, Boynton Canyon, Airport Mesa concentrent des grands flux d'énergie. Les sensations physiques qu'on y rapporte, c'est une méditation facilitée, une guérison, une élévation spirituelle. La couleur rouge des roches et les formes sculptées par l'érosion créent un sentiment de concentration et d'intensité. On a en Grèce l'ombilic du monde, Delphes. Alors Delphes illustre parfaitement l'idée d'un lieu sacré avec un nœud énergétique.
C'est construit sur une faille tellurique avec des gaz naturels. Alors, des études géologiques ont confirmé que certaines de ces failles dégageaient du CO2, du benzène et des gaz qui pourraient provoquer des hallucinations légères, ce qui expliquerait peut-être les fameuses visions de la Piti. Les temples, les sanctuaires suivent des axes qui relient différents points sacrés de la région, qui donnent une idée d'une sorte de réseau naturel. Et ce qu'on peut dire, c'est que même en ruine, le site de Delphes dégage une atmosphère singulière, renforcée par l'histoire, les croyances et la topographie. Alors plus loin, vous avez l'île de Pâques. Alors vous savez, cette petite île qui est perdue au milieu du Pacifique, l'île de Pâques est fascine en tout cas depuis des siècles, à cause de ces moaïs, ces gigantesques statues de pierre qui ont été érigées entre le XIIIe et le XVIe siècle, ne sont pas seulement impressionnantes par leur taille, parce que certaines font jusqu'à 10 mètres et 80 tonnes, mais aussi par leur orientation et leur implantation sur l'île. De nombreuses recherches suggèrent que ces fameux moaïs sont disposés selon des axes précis, liés au cycle solaire et à l'orientation des montagnes sacrées et aux points cardinaux. Certains géobiologues considèrent que ces statues matérialiseraient ou concentreraient l'énergie tellurique de l'île. Les plateformes sur lesquelles reposent ces moaïs, ce qu'on appelle les aous, ne sont pas posées au hasard. Elles pourraient correspondre à des lieux de rituel ou d'énergie, faisant de l'île un véritable réseau d'énergie canalisée. Les visiteurs de cette île rapportent souvent des impressions inhabituelles sur certains de ces aous, des sensations de légèreté, de frissons ou d'avoir l'impression de vibrer. Et même la topographie naturelle de l'île entre ses volcans et ses côtes abruptes acérées semble amplifier ces ressentis. Alors, le lien entre ces statues et la spiritualité insulaire est donc à la fois symbolique et énergétique. Alors malgré toutes les études archéologiques et anthropologiques, certains aspects tout de même restent inexpliqués, comme la manière exacte dont les moaïs ont été transportés et dressés. La combinaison des prouesses techniques, des connaissances cosmiques et de puissance énergétique, en tout cas, continue d'intriguer les chercheurs, mais aussi les voyageurs. Donc ainsi, Rapa Nui s'inscrit parfaitement dans notre exploration des hauts lieux énergétiques. D'autres lieux sont encore célèbres, vous avez Glastonbury, vous avez Karnak, alors plus près de nous, alors situé en Bretagne bien sûr. Karnak est célèbre pour ses milliers de menhirs qui ont été dressés sur plusieurs kilomètres, entre 4500 et 2000 avant Jésus-Christ. Ça constitue en tout cas l'un des plus grands ensembles mégalithiques du monde. Ce qu'on sait, c'est que les pierres sont disposées en ligne et en groupes qui semblent suivre une logique astronomique et énergétique. Certains alignements correspondent au lever et coucher du soleil au solstice. Selon la géobiologie, ces alignements de Karnak pourraient canaliser l'énergie tellurique, les longues lignes de pierre servant de guide pour des flux à travers le paysage. Les anciens habitants de la région utilisaient probablement ces sites pour des rites liés à la fertilité, aux calendriers agricoles ou à des cérémonies funéraires. Et à proximité de ces grands alignements, on peut noter bon nombre de dolmens et de tumulus qui pourraient concentrer ou amplifier l'énergie des lieux, formant un genre de réseau complexe. Alors, ce qu'on rapporte, c'est que de nombreux visiteurs, chercheurs et passionnés d'énergie terrestre ressentent sur place des sensations physiques inhabituelles, comme des frissons ou des impressions de présence. Alors, Karnak illustre parfaitement la manière dont les hommes préhistoriques ont su combiner l'architecture, le positionnement dans le paysage et la sensibilité aux forces invisibles de la Terre. Alors, après avoir voyagé à travers les continents, de Stonehenge à l'île de Pâques, de Machu Picchu à Glastonbury ou Karnak, on commence à percevoir un fil commun. La Terre est parcourue de courants d'énergie, de réseaux invisibles qui relient les sites sacrés entre eux. Ces lignes, ces vortex et ces points de concentration ne sont pas seulement des curiosités locales, ils sont autant de témoignages de la capacité humaine à ressentir et à exploiter cette énergie. Les bâtisseurs d'autrefois ne se contentaient pas d'ériger des monuments, ils les inscrivaient dans un grand ordre cosmique où chaque site, chaque alignement, chaque orientation avait un sens et une fonction. Et si certains lieux dans le monde sont connus internationalement pour leur puissance énergétique, la France possède également des hauts lieux sacrés. Parmi eux, un site se détache par sa concentration historique, spirituelle et énergétique exceptionnelle, le Mont Saint-Michel. Alors avant de nous aventurer sur ce pic entre terre, mer et ciel, je vous propose une petite pause musicale. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve
entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, perché sur son îlot granitique, le mont Saint-Michel est bien plus qu'un monument. C'est un point de convergence entre l'histoire, l'architecture, la spiritualité et les énergies terrestres. Dès le 8e siècle, le sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel attire les pèlerins. Sa situation stratégique au cœur de la baie en fait également un lieu militaire et diplomatique. Le mont a résisté au siège anglais pendant la guerre de Cent Ans et des figures historiques comme Mary Stuart y ont également séjourné, marquant de leur présence la dimension royale et sacrée du site. Les pèlerinages médiévaux, recensés dans les chroniques de l'abbaye, mobilisaient des milliers de fidèles venus de toute l'Europe, traversant ces sables mouvants et les zones marécageuses pour atteindre l'abbaye, dans un parcours qui mêlait effort physique et expérience spirituelle. Alors, ce site n'est pas seulement un haut lieu énergétique, il a également été témoin de plusieurs événements historiques marquants. Alors, on parlait tout à l'heure de Mary Stuart, reine d'Écosse. Selon certaines chroniques, elle aurait été reçue par le Mont Saint-Michel lors de son exil en France, marquant le site de sa présence royale et renforçant sa dimension symbolique comme un lieu de refuge et de méditation spirituelle. Le mont, comme je disais, a résisté à de nombreux sièges, comme celui de la guerre de Cent Ans. Sa position stratégique et ses fortifications impressionnantes ont contribué à la légende de son invincibilité, faisant du lieu un symbole de persévérance et de protection. Le mont Saint-Michel a accueilli également de grandes cérémonies, des grandes bénédictions, qui ont inscrit le lieu dans un réseau de sites sacrés européens, à la croisée de la spiritualité et de cette fameuse symbolique énergétique. Ainsi, avant même d'entrer dans l'abbaye et de ressentir ce flux, le mont Saint-Michel se présente comme un lieu chargé d'histoire, où la dimension politique, religieuse et humaine se mêle à la puissance naturelle du site. Son accès est déjà organisé comme un parcours initiatique. Chaque pas prépare le corps et l'esprit à la réceptivité énergétique du site. À l'intérieur de l'abbaye, les escaliers en spirale, les galeries et les paliers créent des effets. Le passage des voûtes basses à des espaces ouverts, la variation de l'éclairage filtré par ces magnifiques vitraux ou les petites ouvertures orientent naturellement le visiteur vers un état de méditation ou d'éveil intérieur. Puis la montée jusqu'à la merveille, le cœur architectural et spirituel de l'abbaye, est conçu pour amplifier cette élévation de conscience. Quand on débute son chemin, on débute déjà par le chemin de la paix. Parcourir le mont depuis le continent est déjà une expérience énergétique, parce que les pèlerins médiévaux traversaient ces sables mouvants et la zone de marée pour atteindre le sanctuaire. Un passage qui pouvait durer plusieurs heures et qui mettait vraiment le corps et l'esprit en état de concentration et d'ouverture. L'abbaye a été conçue pour guider le pèlerin dans un parcours ascensionnel. Chaque palier, chaque galerie est positionnée pour créer des changements de lumière, d'espace et de perception sensorielle. Les voûtes basses favorisent la méditation et l'humilité, et les espaces ouverts la contemplation, comme si l'architecture elle-même conduisait le visiteur à un état de réceptivité énergétique, quelque chose qu'on peut rapprocher, on va dire, d'un état d'auto-hypnose. Il y a des zones à forte concentration énergétique, comme la merveille, donc c'est la partie supérieure de l'abbaye qui est connue pour ses voûtes spectaculaires et ses piliers massifs, concentre, selon les géobiologues, une grande partie de cette énergie tellurique. Le cloître, qui est conçu pour la prière et la méditation des moines, donc ce cloître est un véritable espace de résonance intérieure. Les déplacements et la lumière naturelle créent un effet de centrage énergétique. Et si vous avez la chance d'aller dans les cryptes et les sous-sols, ces zones sont particulièrement fascinantes pour l'étude des champs électromagnétiques. Les pierres du Mont Saint-Michel et le sol granitique semblent amplifier certains flux, ce qui explique effectivement certaines sensations rapportées par certains visiteurs. Les mesures géobiologiques contemporaines confirment que ces zones présentent des variations de champs significatives, corroborant ainsi les sensations décrites par les pèlerins et les visiteurs. Il y a également une dimension énergétique avec l'interaction finalement avec les marées et la baie. Donc un genre de flux et de reflux. Les marées extrêmes de la baie du Mont Saint-Michel créent un rythme naturel qui influence réellement l'énergie du site.
La montée des eaux concentre l'énergie, tandis que le reflux la libère, ce qui peut être ressenti par les pèlerins et les chercheurs en géobiologie. La baie du Mont-Saint-Michel est un acteur majeur dans l'énergie du site. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines pierres du mont ont été positionnées pour canaliser ces flux et les visiteurs rapportent fréquemment des frissons, des sensations de légèreté, voire une intensification de l'intuition lorsqu'ils traversent ces zones au coucher ou au lever du soleil. Alors, de la première église du 8e siècle aux extensions médiévales, chaque phase de construction a été intégrée à la fois des principes architecturaux et une orientation énergétique spécifique, avec des fonctions bien sûr multiples. La merveille, les salles capitulaires et les galeries supérieures servaient à la fois à la vie monastique et à l'optimisation des flux. Et certains lieux précis du mont sont réputés pour concentrer l'énergie, comme la salle du trésor ou la chapelle Saint-Aubert. Alors, c'est un lieu qu'on peut comparer finalement avec d'autres lieux sacrés. Alors, si on compare, le Mont-Saint-Michel se rapproche un peu de Glastonbury, de Stonehenge, du Machu Picchu, par son orientation, son architecture et son interaction avec l'environnement naturel. Ce qui est unique, c'est sa combinaison avec l'eau, la baie, l'îlot rocheux et la construction humaine qui en font vraiment un site exceptionnel sur le plan spirituel, mais aussi énergétique. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il est relié à d'autres sites sacrés bretons et normands par des lignes de lait, voire à d'autres sites anglais, par exemple. Alors, on parlait tout à l'heure du nombre d'or. Ce qu'il faut savoir, c'est que les proportions du Mont-Saint-Michel sont ce qu'on appelle harmonieuses. La hauteur des voûtes et la disposition des arcs et des piliers respectent le nombre d'or, créent ainsi une résonance naturelle avec le corps et l'esprit des visiteurs. Il y a une orientation solaire et marée, c'est-à-dire que l'abbaye est orientée selon des axes qui suivent les trajectoires solaires et les variations des marées. Les zones les plus lumineuses en fonction du soleil sont positionnées sur des lieux clés, le cloître ou la salle du chapitre, accentuant ainsi l'expérience. Et puis autour de Mont-Saint-Michel, la géographie naturelle et topographique crée une certaine interaction unique. Donc on disait tout à l'heure une convergence des lignes de lait, des vortex naturels, c'est-à-dire que les zones autour du mont, notamment la baie et les anciens marais asséchés, forment de véritables vortex énergétiques ou des flux telluriques qui sont concentrés. Alors, géobiologues et médiums rapportent des sensations de vertige, d'expansion intérieure, de chaleur ou de frisson attribuées à ces flux. Certains pèlerins se sentent poussés à la méditation ou à la prière spontanément. Alors, ces témoignages ne sont pas récents, puisqu'effectivement, il y a une longue tradition de pèlerins au Mont-Saint-Michel. Alors, depuis le 8e siècle, des milliers de pèlerins ont parcouru le mont pour se rapprocher du sacré. Les récits historiques évoquent des sensations de lumière, de chaleur ou de sérénité intense. Les témoignages sont nombreux. Les pèlerins médiévaux décrivaient déjà des sensations de recueillement profond et de transformation intérieure. Alors aujourd'hui, il y a des experts en géobiologie, en radiesthésie, qui observent des variations d'énergie dans les cryptes, dans le cloître ou la merveille, qui sont comparables à celles qui ont été relevées à Glastonbury, Stonehenge ou Machu Picchu. Et les chercheurs modernes ont même relevé des variations mesurables du champ électromagnétique sur des points précis du mont, comme on disait tout à l'heure, dans l'église abbatiale ou dans les galeries inférieures. Alors le mont, lui, a été sanctifié, comme on disait, au 8e siècle, après que l'évêque Aubert de Lavranchin eut reçu, selon les chroniques, une vision de l'archange Saint-Michel. Ça, c'est l'histoire de base. Alors, puis du coup, du 11e au 16e siècle, chaque extension architecturale a été pensée pour allier solidité, harmonie et orientation énergétique. Alors, après cette immersion dans l'énergie, la spiritualité et les secrets historiques du Mont Saint-Michel, on perçoit bien que la Terre elle-même peut être un guide. Alors, les hommes d'autrefois, en érigeant ces lieux sacrés, ont compris que l'architecture, le paysage et les énergies se répondent, créant des espaces qui élèvent l'âme et stimulent la conscience. Le Mont Saint-Michel illustre parfaitement cette convergence énergétique et spirituelle. Son architecture, son rocher granitique et sa baie en constante interaction avec les marées en font un haut lieu d'énergie et un haut lieu initiatique. Les pèlerins autrefois et les visiteurs contemporains ressentent cette puissance à travers la méditation, la montée des escaliers, les lumières filtrées et le contact entre le granit et l'eau. La merveille, le cloître, les cryptes et la chapelle Saint-Aubert ainsi que celle du trésor sont des zones où les flux telluriques se concentrent. Et puis il y a la dimension historique. Les sièges, les visites royales, les pèlerinages médiévaux amplifient cette dimension symbolique et spirituelle. Alors ces routes ne sont pas seulement envoyées géographiques, elles ont vraiment un rôle spirituel et initiatique. Chaque site, finalement, est un lieu d'expérience.
La traversée d'une ligne de lait, qu'elle soit à travers les forêts sacrées de Karnak ou les sommets de Glastonbury, agit comme un parcours initiatique invisible, stimulant la conscience et le lien avec la Terre. Alors, la connaissance et la conscience de ces routes sacrées permettent de mieux comprendre notre relation avec la Terre et le sacré. Elles nous invitent à revisiter l'histoire, l'architecture et la spiritualité des lieux que nous fréquentons et à percevoir l'invisible qui les relie. Comprendre ces flux énergétiques et ces vortex permet de vivre une expérience plus profonde, consciente et immersive lors de la visite. Alors, l'exploration des routes sacrées des énergies terrestres se révèle un fil qui relie l'histoire, la spiritualité et l'énergie, du Mont Saint-Michel à Karnak, de Glastonbury à l'île de Pâques. En tout cas, ces lieux témoignent de la capacité des hommes à percevoir et à harmoniser les forces naturelles, à être un lien, en quelque sorte, entre la terre et le ciel. Alors pour nous, aujourd'hui, la traversée de ces sites est plus qu'un voyage physique. C'est une invitation à ressentir, à comprendre et à s'ouvrir à l'invisible, à l'énergie et au mystère qui façonnent notre monde depuis des millénaires. Alors, au fil de cette émission, nous avons parcouru des lieux où l'histoire, la spiritualité et l'énergie se rejoignent, des sites emblématiques qui révèlent un maillage invisible. Ces routes ne sont pas seulement des alignements géographiques, on l'a dit, mais également un lien profond entre l'homme et la planète, un réseau qui guide les flux d'énergie et qui relie le passé au présent. Le Mont Saint-Michel, avec sa baie sans cesse mouvante, ses escaliers en spirale, ses cryptes et sa merveille illustrent parfaitement cette harmonie entre architecture, nature et force tellurique. Les pèlerins d'autrefois et les visiteurs d'aujourd'hui ressentent en tout cas cette énergie subtile qui invite quelque part à l'élévation. Les routes sacrées nous rappellent que notre monde est plus interconnecté qu'il n'y paraît et que chaque site, chaque pierre, chaque alignement raconte une histoire, tant historique que spirituelle. Elles nous offrent la possibilité de ressentir l'invisible, d'observer comment l'homme a toujours cherché à dialoguer avec la Terre et ses forces, à capter et à harmoniser l'énergie autour de lui. Ainsi, en quittant cette émission, nous emportons avec nous une conscience plus profonde de ces lieux, une invitation à regarder le monde autrement, à ressentir l'énergie qui circule sur nos pieds et à honorer la mémoire, le mystère et le sacré qui façonnent notre planète depuis des millénaires. Alors avant de vous annoncer le programme de la fois prochaine, qui va être un programme vraiment exceptionnel, je vous propose une dernière plage musicale avec The Cocteau Twins. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Et voilà, chers auditeurs, notre exploration des routes sacrées et des hauts lieux d'énergie touche à sa fin. Nous avons arpenté pendant 1 heure des sites fascinants, du Mont Saint-Michel à Karnak, en passant par des lieux légendaires aux 4 coins du monde, à la découverte des flux énergétiques qui parcourent notre planète et de la manière dont l'homme a toujours cherché à s'y connecter. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Comme toujours, notre curiosité nous pousse à regarder plus loin, plus haut, plus profondément. Et justement, pour notre prochaine émission, nous avons préparé un rendez-vous exceptionnel. Je vais accueillir Jonathan Ginet, écrivain, conférencier et spécialiste de l'astronomie et du paranormal. Alors, il explore avec passion les liens entre la science, le mystère et la spiritualité. Ce spécialiste astronome nous offre une émission en 2 volets consacrée à Camille Flammarion à l'occasion du centenaire de sa disparition. Alors dans le premier volet qui sera diffusé le 7 octobre à 21h, nous reviendrons sur la vie de ce grand homme, astronome visionnaire, humaniste et écrivain passionné qui a ouvert des perspectives inédites sur l'univers et sur l'infini. Nous rappellerons donc à nos auditeurs qui était Camille Flammarion et pourquoi son héritage scientifique et humaniste continue de nous inspirer. Et dans le second volet, qui lui sera diffusé le mardi 21 octobre à 21h,
nous plongerons dans ces recherches moins connues mais tout aussi fascinantes, ses études sur la vie après la mort, sa proximité et son amitié avec Allan Kardec, ainsi que son intérêt pour le paranormal et les phénomènes inexpliqués. Alors un voyage entre science et mystère, où rationalité et curiosité spirituelle se rencontrent. Alors préparez-vous à lever les yeux vers les étoiles et peut-être à percevoir ce qui se cache au-delà. Ce sera donc un double épisode exceptionnel pour mieux comprendre un homme qui a su regarder l'infini et nous inviter à en faire autant, Camille Flammarion. Alors restez avec nous. D'ici là, continuez d'ouvrir votre regard et prenez soin de vous. Chers auditeurs, si vous avez vécu des expériences insolites, que ce soit des rencontres mystérieuses, des phénomènes inexpliqués ou des découvertes fascinantes liées au sujet abordé dans cette émission d'un autre regard sur Radio G Angers, je serais ravie de les entendre. Alors que ce soit des événements paranormaux, des observations étranges et des expériences avec le pouvoir de l'esprit ou des récits sur des créatures énigmatiques, votre témoignage pourrait éclairer notre recherche collective de l'inconnu. N'hésitez pas à me contacter pour partager votre histoire, qu'elle soit personnelle ou transmise par des proches. Vous pouvez me contacter via ma page Facebook, Radio G, un autre regard, via mon Instagram ou sur les sites internet de la radio, www.radio-g.fr ou sur www.podcast-unautre-regard.com. Chaque récit compte et chaque expérience est un morceau du puzzle mystérieux qui nous entoure. En tout cas, j'ai hâte d'écouter vos témoignages pour continuer à nourrir ce voyage fascinant dans l'invisible et dans l'étrange. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.